En France, il y a une fracture qui s'agrandit de jour en jour entre les villes et les campagnes. Et ce n'est pas juste une question de géographie, non, c'est devenu profondément politique. Allez, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se joue vraiment là-dedans, parce que ça en dit long sur l'avenir du pays. C'est la grande question qu'on entend partout en ce moment. Mais pourquoi une bonne partie de la France rurale, la France des classes populaires, vote pour l'extrême droite? Pour trouver une réponse, il va falloir aller un peu plus loin que les clichés. Et en fait, il y a deux grandes théories, deux manières de voir les choses qui s'opposent pour expliquer tout ça. Ok, alors, première grande explication, c'est la piste économique. C'est une théorie qu'on entend beaucoup, défendue par des gens comme la militante Lumière La Presse. Pour elle, c'est simple. La racine du problème, il faut la chercher dans le portefeuille, dans le quotidien des gens, dans leurs conditions de vie. L'argument, au fond, il est assez direct. Le vote pour le Rassemblement national, ce ne serait pas d'abord un choix idéologique, mais plutôt un cri de colère face à la galère. Pensez-y, le compte en banque qui est dans le rouge dès le 15 du mois, le dernier médecin du coin qui prend sa retraite, le bureau de poste qui baisse le rideau, toutes ces frustrations bien concrètes, ce serait ça, le vrai moteur de ce vote. Et donc, logiquement, la stratégie qui découle de cette analyse, c'est ce qu'on appelle le debunking ou le déboulonnage. L'idée, c'est quoi? C'est de dire aux électeurs, regardez, le programme économique du RN, en fait, il va complètement contre vos intérêts. On essaierait comme ça de séparer la colère, qui est légitime, de l'adhésion à l'idéologie d'extrême droite. C'est la fameuse formule « fâché, pas facho ». Mais et si cette séparation était justement le problème? Si on faisait fausse route depuis le début? C'est là qu'arrive une toute autre analyse, celle du collectif Pas du Team. Eux, ils retournent complètement la table. Ils disent que le problème, ce n'est pas de lier l'économie et le racisme. Au contraire, c'est peut-être là que se trouve la clé. Au centre de cette nouvelle théorie, il y a un concept fort, le pacte raciste. Attention ici, on ne parle pas juste de préjugés ou de haine. Non, on parle d'un véritable outil politique. C'est comme un accord non dit dans la société pour gérer la pénurie, pour décider qui a droit aux ressources et qui n'y a pas droit. Et c'est ça qui est vraiment crucial à comprendre. Dans cette vision, le racisme n'est pas qu'une vague idée en l'air. Non, c'est présenté comme une solution. Une solution hyper simple à un problème qui, lui, est très angoissant. Le manque, la pénurie. Quand on a peur qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde, eh bien le pacte raciste arrive et il donne un critère de tri tout trouvé, super simple et immédiat. Donc pour résumer, on a vraiment deux logiques qui s'affrontent. La première, c'est on vote pour l'extrême droite malgré son racisme parce qu'on est en galère. La deuxième, c'est on vote pour l'extrême droite parce que son racisme est présenté comme la solution à la galère. La différence est énorme, c'est même fondamental. Et là, les partisans de la deuxième théorie, ils ont un argument qui fait mal. Ils disent, écoutez, ça fait 20 ans. 20 ans que la gauche essaye cette stratégie de debunking, d'expliquer par A plus B que le programme du RN est mauvais pour les pauvres. Et pour quel résultat? Le constat est là. Électoralement, ça ne marche pas. Les faits, les chiffres, ça ne semble tout simplement pas suffire. Bon, on a deux diagnostics complètement différents sur la table. Forcément, ça mène à deux stratégies politiques opposées. Alors la question c'est, on fait quoi? On cherche à calmer le jeu, à trouver un consensus, ou au contraire, on assume qu'il faut aller au conflit, à la confrontation? D'un côté, on a l'approche de la concorde. C'est celle que défend Lumière Laprès. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qui nous rassemble. On met de côté les sujets qui divisent et on essaie de construire une unité nationale autour de propositions qui font consensus, comme par exemple taxer les super riches. Le but, c'est vraiment de faire baisser la tension. Mais est-ce que cette recherche d'unité n'est pas un peu un vœu pieux? Pour les opposants à cette stratégie, l'idée d'une France rurale qui aurait été, par le passé, un bastion uni de la gauche, c'est un mythe complet. Une belle histoire qu'on se raconte, mais qui ne colle pas du tout avec la réalité historique. Et pour ça, il y a des chiffres. Prenez les travaux de l'économiste Thomas Piketty. En 1974, dans le département de l'Ain, on a des communes où il y a 90% d'ouvriers et d'employés, et pourtant, même là, à cette époque, on votait déjà majoritairement à droite. Donc l'image de l'électeur de gauche perdu qu'il faudrait juste aller récupérer, elle en prend un sacré coup. Du coup, pour les partisans de l'autre camp, celui de la confrontation, la réponse est claire. Il ne faut surtout pas essayer de cacher le conflit. Au contraire, il faut l'assumer. Pour eux, c'est la seule façon de faire émerger un nouveau projet. Mener une bataille politique frontale, directe, contre cette idée de pacte raciste. Ok, mais alors, c'est quoi ce nouveau projet? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée, ce n'est plus de se battre pour savoir comment on se partage les miettes. Non, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de miettes. C'est de sortir de la pénurie. C'est un projet qu'on pourrait appeler un projet d'abondance. La logique derrière est en fait assez simple, mais elle est radicale.
Si on vit dans une société où il y a assez pour tout le monde, assez de travail, de logement, de bons services publics, est-ce qu'on a encore besoin de trouver des boucs émissaires? La réponse est non. Le pacte raciste devient inutile, il devient obsolète. L'attaque est très maligne. Elle ne se fait pas sur le plan moral, elle s'attaque directement aux racines matérielles du problème. Alors concrètement, un projet d'abondance, ça veut dire quoi? Attention, on n'est pas en train de parler de se poudrer quelques aides sociales en plus, non. Là, on parle de changements structurels, massifs. On parle de nationaliser des banques, de créer des prêts à taux zéro pour que tout le monde puisse avoir un toit, de créer des assurances publiques pour la santé ou la voiture, d'investir massivement dans l'industrie. Bref, c'est un changement total de logiciel. Il y a une phrase du sociologue Benoît Coquart qui résume ça à la perfection. Après avoir passé des années dans ses campagnes, il dit « Quand il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde. » C'est aussi simple et terrible que ça. La concurrence pour des ressources qui se font rares, ça détruit la solidarité. C'est le terrain de jeu idéal pour la division. Et c'est vraiment ça le point clé. Le but n'est plus de se battre pour avoir une plus grosse part d'un gâteau qui devient de plus en plus petit. Non, le but, c'est de construire une nouvelle cuisine, beaucoup plus grande, pour pouvoir faire un gâteau immense où il y aura assez de part pour tout le monde. L'ambition, c'est de changer les règles du jeu économique pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette logique de la pénurie. Ce qui nous amène à une dernière question, et elle est taille. À notre époque, où on nous parle sans arrêt de limites, de crise écologique, de crise économique, est-ce qu'un projet politique basé sur l'abondance est encore réaliste? Est-ce que c'est vraiment ça la clé pour contrer l'extrême droite? Ou est-ce que ce n'est qu'un beau rêve, une utopie complètement déconnectée du réel? La réponse à cette question, eh bien, elle dessinera sans aucun doute la politique française des années à venir.